Quelles sont les distinctions essentielles entre le matriarcat et le patriarcat? Alors, l'opposition matriarcat-patriarcat, dans la longue durée historique, c'est une somme assez considérable de phénomènes. Mais ce qu'il faut voir au plus important, c'est la genèse historique et biologique des communautés premières. Marx et Bordiga aura la même formule, disent qu'à un moment donné, le premier rapport de production de l'humanité en mouvement premier, c'est le sang. C'est le sang au sens où c'est la reproduction de la vie qui est le premier rapport de production. Avant même que les formes plus élaborées de communautés, puis après par la désagrégation néolithique de sociétés surgissent, ce qui assure le substrat et la continuité d'un groupe de chasseurs-cueilleurs, c'est la reproduction biologico-historique de ce groupe de chasseurs-cueilleurs. C'est donc le rapport de production et de reproduction humain qui est le premier rapport de production. C'est en ce sens que chez les chasseurs-cueilleurs dans leur forme première, avant les formes aliénatoires de désagrégation qui feront naître les structures de patriarcat propriétarien, la structure première de reproduction communautaire et communiste du groupe, elle est effectivement structurée autour de la biologie de la femme, puisque c'est la biologie de la femme dans sa capacité reproductrice qui fonde la capacité historique de reproduction du groupe. Donc, ce qu'il faut bien voir, et d'ailleurs j'aime pas trop le terme matriarcat, parce que le matriarcat c'est l'arché, c'est le pouvoir, c'est le commandement. Autant on a eu, à partir de la révolution néolithique, des véritables formes aliénatoires de patriarcat structuré, c'est-à-dire un pouvoir masculin d'appropriation des troupeaux, de l'espace, des hommes, des femmes et de toutes les entités de vie, autant ce que l'on appelle le matriarcat, c'est une structure d'organisation très souple, parce qu'on n'a pas à proprement parler un pouvoir féminin articulé en domination. On a, à la marge de certaines sociétés, dans des formes de matriarcat subsistantes, des formes insinueuses de domination, mais c'est très périphérique et c'est très postérieur. Quand on imagine le groupe de chasseurs-cueilleurs paléolithiques et que l'on parle du matriarcat au sens où la reproduction du groupe par l'activité génitrice de la femme est l'élément essentiel du mode de reproduction et du rapport de production communiste premier, il ne faut surtout pas imaginer qu'on a une domination féminine. On a au contraire une fluidité, une auto-organisation par la féminité. C'est donc quelque chose d'extrêmement ouvert, et c'est surtout pas analysé en forme hiérarchique, structurée, fermée. Même si l'art est une aliénation, tous les arts se valent-ils? Et sinon, comment comprendre la formule de Hegel « l'art est mort » ? Alors là, l'art, il nous faudrait 48 heures multipliées par 4. C'est un élément essentiel. L'art et la religion sont deux formes historiques extrêmement importantes parce qu'elles indiquent une multitude de choses dans le rapport d'extériorisation de l'homme dans son espace collectif. J'ai souvent coutume de prendre un certain nombre d'exemples, comme par exemple Lascaux, ou comme d'autres grottes, puisque effectivement l'art rupestre, dans sa terminologie académique, est vécu comme la forme première de l'art, ce qui est une erreur absolue, puisque les grottes paléolithiques sont des grottes où la paroi rupestre est le lieu d'incandescence et de joie cosmique par lequel le groupe vient peindre sa forme immanente de non-division, de non-séparation et de non-aliénation. Les fouilles extrêmement précises que l'on peut faire sur ces sites nous montrent que dans la découpe, dans les strates, dans les sédimentations, dans l'organisation des espaces, il n'y a pas à proprement parler de spécialisation. Autrement dit, pour parler de manière synthétique, on n'a pas des gens qui vont chasser, des gens qui vont pêcher, et puis des gens qui peignent. On a une communauté organique de non-division, de non-séparation, où celui qui a chassé
va effectivement aller pêcher, et où celui qui a chassé et pêché va après, dans un cadre de communion cosmique avec d'autres, exprimer la joie sacrale du groupe sur la paroi par des dessins qui n'expriment pas la division, la séparation et l'au-delà, mais qui expriment l'immanence d'une transcendance qui est là, dans la totalité du groupe, dans sa communion à lui-même. Et donc, bien évidemment, l'art va naître de la communauté sacrale en joie, parce qu'à un moment donné, la communion de la communauté en joie sacrale va se diviser et va se scinder. L'art n'émerge comme activité séparée en tant que cristallisation aliénatoire que du fait que la communauté des fonctions non divisées s'étant divisée, ce que l'on avait vu dans un premier temps comme unité organique où l'homme chasse, pêche et peint, va produire des sédimentations contradictoires et diverses. Nous aurons des chasseurs, nous aurons des chasseurs, nous aurons des pêcheurs, nous aurons des pêcheurs, et puis nous aurons des artistes et des artistes. Donc, ce qui fonde la communauté organique, ce qui fonde la communauté communiste première, c'est le non divisé. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de loisir, il y a le produire communier, le produire communeux de ce qui est nécessaire à la reproduction du groupe pour sa satisfaction d'ensemble. Et donc, l'activité d'émerveillement à la joie du monde ne s'appelle pas de l'art. Elle est partie intégrante de tous les jouirs. L'activité de chasse est une communion sacrale où le chasseur ne tue pas simplement le gibier, mais où il communie à la nature immanente, et l'acte de tuer l'animal est un acte d'amour par lequel toute la substance de vie de l'animal devient une communion chaleureuse au groupe. On est à des années-lumière des bétaillages industriels contemporains où l'on voit des animaux méprisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un élevage industriel de la démocratie capitaliste réalisée, l'acte d'abattage d'un animal est un acte qui est aux antipodes de la sacralité première, mais c'est un acte de piétinement, de mépris et de mise en mouvement mobilier de l'animal. Ça n'est plus qu'une chose mobilière. Quand le chasseur préhistorique, quand l'Indien des plaines ou quand le guerrier germain tue le bison, le sanglier ou le cerf, c'est un acte d'amour, et c'est pour ça qu'il y a des correspondances dans les groupes premiers entre des spécificités animales et des spécificités de groupe. On a par exemple chez les Sioux des groupes bisons ou des groupes loups. C'est absolument pas une fusion fétichiste, c'est au contraire une incarnation d'amour qui positionne la relation de fécondité. Donc pour en revenir à l'art qui nous est présenté comme une richesse, comme un creusement, comme une fertilité, est au contraire une dépossession. Le plus grand artiste qui va aujourd'hui dans la modernité nombriliste fusionner avec son piano ou avec son archet, il est à des années-lumière de la musique primitive qui n'était pas artistique mais qui était sacrale, parce qu'il a fusionné dans une cristallisation aliénatoire qu'il l'a spécialisée dans un enclos. Il y a donc des spectateurs qui vont aller consommer une enclosure musicale, et on a quelqu'un qui va se mettre en spectacle de production de cette enclosure. Mais on est à des millions d'années-lumière, non seulement chronologiques, mais conceptuelles, de ce qu'était l'activité musicale ou picturale dans la communauté primitive, parce qu'elle était une fusion orgasmique, une fusion communautaire de joie, de chaleur et de créativité, où il n'y avait pas le regardant et le regardé, l'écoutant et l'écouter, mais où tout le monde, justement, dans la fusion des sens, dans la fusion des significations, était tour à tour ceci et tour à tour cela, sans jamais se cristalliser dans une aliénation particulière. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avant la révolution néolithique, chez les groupes de chasseurs-cueilleurs, que ce soit les Germains de la forêt profonde, ou que ce soit les Sioux ou les Cheyennes de la plaine, dans la forme la plus archaïque, nous avons un groupe où il n'y a pas de cristallisation, où il n'y a pas de spécialisation, où entre l'homme et la femme, il y a une diversification harmonique, mais qui n'est pas productrice d'aliénation.
C'est-à-dire que si la femme, par le fait biologique, quel est ce lien communiste, le génos, la souche, ça renvoie à l'activité génitrice, gounet, la femme, ça renvoie à toute l'activité de production biologique de la femme qui est en relation avec la souche de vie, le génos, mais la souche de vie, le génos, est communiste. Même chez les Grecs archaïques, génos, c'est la souche communiste, c'est-à-dire c'est le lieu de reproduction du groupe dans son immanence cosmique et dans son appropriation communiste de l'espace et du temps pour la vie des hommes, absolument inassujettis à toute réalité d'argent possible. Et donc dans ce groupe premier, il n'y a pas de travail et il n'y a pas de loisir, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion, il y a une immanence sacrale où tout est communication du singulier à l'universel, dans la joie d'émerveillement, dans la joie de fertilité et dans la joie de l'épanouir. Il faudra la révolution néolithique pour que cette communauté première explose autour des stocks agraires, autour d'une nouvelle activité qui va confisquer la vie des hommes dans des produits qui leur échappent et dans des produits qui vont se mettre à les dominer. Et donc, à partir de là, la cristallisation aliénatoire de la révolution néolithique va poser, par la sédentarisation, par la cristallisation, par la spécialisation, l'obligation déterministe et dictatoriale de fonction. Il y aura donc des prêtres, il y aura donc des producteurs, il y aura donc des guerriers, alors que dans la communauté première, l'homme produisait, l'homme faisait éventuellement la guerre, et l'homme était l'émerveillement du divin en mouvement. Donc, l'émergence du politique, c'est l'émergence de la police, de l'argent, du travail, et c'est aussi l'émergence de l'art et de la religion. Donc cette grande césure, c'est que avant la révolution néolithique, l'homme est l'homme du tout organique, de la totalité des joies érotiques et fertiles de la sensation infinie, alors qu'à partir de la révolution néolithique, se met en marche un mouvement d'autonomisation aliénatoire de l'activité de production qui va créer les césures, l'argent, le pouvoir, l'État, la religion, l'art, et toute l'aliénation contemporaine que nous avons au XXe siècle, au XXIe siècle, elle émerge en filigrane dans de tout petits ricochets aliénatoires imperceptibles, mais j'ai souvent pour habitude de dire, la dictature contemporaine de Wall Street, elle est dans le premier acte néolithique. Alors bien évidemment, c'est Hegel qui nous a appris à voir les ferments profonds dans les premiers éléments. Hegel dit d'ailleurs cette chose essentielle, il dit que dans la chronologie empirique, le futur est postérieur au passé et au présent, mais que dans la logique conceptuelle des grandes déterminations historiques, le futur préexiste au présent et au passé, en ce sens que la germination première du devenir historique aliénatoire était contenue au premier déclic néolithique. Dans la communauté de l'être, comment sont considérés les homosexuels et transgenres ? Alors, dans toute communauté, il y a eu effectivement, par-delà la norme dominante du reproduire communiste de l'espèce, à la périphérie, des comportements que l'on voit d'ailleurs chez les primates, c'est-à-dire des comportements qui sont périphériques. Mais j'aborderai pas la problématique de l'homosexualité sous cette forme-là. Dans mon activité de philo-analyste, j'ai des patients homosexuels avec qui on discute en profondeur de l'homosexualité, non pas pour leur jouer du violon narcissique sur c'est sublime, l'homosexuel il est beaucoup plus raffiné que l'hétérosexuel, l'homosexuel c'est ceci, c'est cela, mais pour comprendre en quoi l'homosexualité n'entre pas dans la naturalité communiste première des comportements de reproduction du groupe dans sa naturalité nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'homosexualité, qui est devenue aujourd'hui une norme de valorisation du spectacle aliénatoire, puisque aujourd'hui, dans la grande mise en spectacle de toute la sexualité machinique propre au capital et propre à toutes les différenciations aliénatoires, l'homosexualité est valorisée. Donc, pourquoi l'homosexualité est valorisée ? C'est précisément parce qu'il y a un lien absolument intrinsèque entre l'accumulation de la valorisation capitaliste et l'accumulation de la valorisation narcissique.
Je fais une analyse conceptuelle, je ne porte pas de jugement de valeur et je me fous complètement de la sexualité des uns ou des autres. Par contre, en tant que philosophe, en tant qu'homme de la radicalité analytique, je fais effectivement œuvre conceptuelle et je constate que ce qui définit un homosexuel, c'est que son rapport à l'altérité, c'est un rapport à l'altérité du même. Marx, dans les manuscrits de 1944, parle du naturalisme achevé et dit que le rapport le plus naturel de l'homme à l'homme est le rapport de l'homme à la femme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire par là que la véritable altérité ne peut pas être onaniste. La véritable altérité, c'est un acte d'amour, c'est une relation sexuelle de profondeur à l'altérité. Mais à une altérité qui n'est pas soi-même redoublée en un autre soi-même. Or, ce qui fonde la relation sexuelle homosexuelle, c'est que précisément, celui qui est en relation à l'autre est encore en relation avec lui-même, puisque cet autre, par le biais de l'homosexualité, n'est qu'un autre lui-même. La relation d'un homme à une femme est une relation d'altérité radicale, de complémentarité radicale dans la différence radicale. Et indépendamment du fait que c'est une relation qui produit la reproduction de l'espèce dans le génos communiste, c'est une relation d'harmonie supérieure parce que c'est une harmonie de jonction différentielle. Et la relation homosexuelle est au contraire une relation mémiste. C'est toujours une relation du même au même. Et donc, ce qui fonde la relation narcissique, elle fonde bien évidemment la relation homosexuelle. Parce que ce qui fonde une relation homosexuelle, c'est la relation narcissique à soi-même, au sens où l'autre n'est qu'un moi-même, relié à moi-même, dans une dérivation de moi-même. Nos deux sexes sont identiques. C'est le même. Je sais plus où j'en suis. C'est le même. Donc, dans une relation homosexuelle, c'est le même qui se fond en le même. Donc là, ça nous impose un regard historique, critique et radical. Si à la marge des groupes de chasseurs-cueilleurs, si à la marge des groupes primitifs et des surgissements premiers qui conduisent à la révolution néolithique, l'homosexualité est extrêmement périphériquement périphérique. Elle prend son essor dans le développement civilisationnel et dans le facteur aliénatoire des accumulations spectaculaires de la civilisation urbaine. La forêt germanique profonde ignore peu, voire quasiment pas, l'homosexualité. Les Sioux et les Cheyennes de la plaine archaïque aussi. La Rome de la décadence va le connaître à profusion. La civilisation grecque urbanisée à travers le mythe narcissique du guerrier va connaître non seulement une réalité homosexuelle, mais une esthétique artistique profondément homosexuelle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de chances de rencontrer des homosexuels à Canal+, que dans la paysannerie arriérée de l'Auvergne profonde. Il y a donc, entre le comportement homosexuel et la structuration sociale et historique des longues durées de la manifestation des comportements, une véritable réalité. Ça vous amuse ? Ah non, mais c'est bien développé. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que plus la civilisation urbaine, plus la grande mégapole théâtrale du narcissisme triomphant, plus le spectacle de la démocratie en mouvement, de nos déchéances existentielles, de nos angoisses, de nos ruptures à l'histoire, nous fait circuler, plus effectivement la civilisation de l'écran narcissique se met en mouvement, et plus l'homosexualité se répand. Et l'homosexualité se répand aussi par défaut de communication radicale à une hétérosexualité radicale, subversive et jouissive. Donc, d'un point de vue historique, l'homosexualité, en son triomphe contemporain, puisqu'elle est suradmise. Aujourd'hui, l'homosexualité n'est pas simplement admise, elle est suradmise, et dans certains milieux
où le capital résonne en publicité, en marketing, en médias, elle est même survalorisée jusqu'à être une valeur supérieure, voire même une valeur suprême. Donc, Marx nous a appris qu'il n'y a pas de hasard en matière de formalisation historique et de choix décisifs inscrits dans la norme du développement de la circulation marchande. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'homosexualité, donc, correspond, dans sa forme industrielle contemporaine de diffusion de masse, à la forme supérieure du narcissisme de la marchandise, puisque l'étape supérieure de la domination réalisée de la marchandise, c'est la machinerie mécanique des narcissismes industriels infinis et illimités. Quant aux transgenres et à toutes les sexualités différentes, elles marquent un degré supérieur. Jean Marais et Cocteau n'auraient jamais demandé le mariage gay. Pendant des années et des années et des années, sur des siècles d'évolution, les homosexuels existaient dans certains milieux historiques, sociaux bien particuliers, et ils n'étaient pas en revendication de spécification. Le passage à la revendication de spécification et au mariage gay, qu'aurait fait éclater de rire Jean Marais, c'est le passage supérieur à l'autonomisation du fétichisme de la marchandise et à l'errance individuelle. L'errance individuelle narcissique, ce moment supérieur où il n'y a plus de naturalité. Ce qui assoit le communisme radical, la lutte de classe radicale, c'est que la lutte offensive pour retrouver la communauté n'est pas une idée, elle est une naturalité tripale de nos filiations subversives. Faire sauter les filiations subversives de la longue histoire des luttes de classe pour dire à un individu qu'il n'est plus dans une trajectoire historique de nécessaire retour à la communauté subversive pour l'abolition de la marchandise et pour l'abolition de l'État, mais qu'il doit devenir une marchandise désirante, accomplie sur le marché des désirs accomplis, c'est-à-dire une épave circulatoire du grand marketing du profit, c'est ça le projet du capital. Donc au-delà de tous ces problèmes-là, avec les transgenres, la PMA et la GPA, on aboutit à construire une humanité réifiée, une humanité machinique, qui est totalement le triomphe de l'absurdie marchande et aux antipodes du capital. Et moi, ce qui est très marrant, j'ai eu quelques dialogues avec des LGBT, comme on dit, c'est qu'on a face à nous des sursexualisés sous-sexualisés. C'est-à-dire que moi, hétérosexuel classique, philosophe de base, homme moyen, humble aux relations de la Terre, je ne me définis pas comme hétérosexuel. Je me définis comme humain, en recherche, en désir, et à un moment donné, mon hétérosexualité rentre dans les catégories de ma définition. Mais ça n'est pas mon premier masque, ça n'est pas ma première médaille, et ça n'est pas mon premier drapeau. Ce qui m'a frappé dans les quelques conversations que j'ai eues avec les gens qui étaient dans cette mouvance-là, c'est cette sursexualisation factice qui cache une sous-sexualisation réelle. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, on sait qu'il est LGBT. Parce que justement, c'est une compensation à l'impossibilité du vrai jouir. Donc, je le dis souvent, et je l'ai dit dans L'être contre l'avoir, il ne faut pas se tromper. Quand les gens vous disent qu'il y a du sexe partout, en fin de compte, il y a du sexe nulle part. Le sexe comme beauté d'émerveillement, d'accompagnement, comme souffle de caresse, comme souffle de joie, comme souffle de jouissance, comme émerveillement de tendresse, est en train de disparaître, écrasé par la machinerie capitaliste du sexe mécanique. Mais le sexe mécanique, c'est effectivement un sexe de désespoir, de déshérence, et il suffit de voir le taux de suicide qu'il y a dans les milieux et dans les magmas LGBT, transgenres et compagnie, pour voir que, et là on retombe sur quelque chose d'essentiel, quand les gens vous disent la gay pride, etc., n'oublions jamais, à la suite de Hegel et de Marx, que la fête est le lieu de la mort et de la tristesse infinie. Plus les milieux festifs se mettent en situation d'exposition narcissique et théâtrale, plus ils montrent leur tristesse infinie. Dans la communauté organique première, on ne fait pas la fête. Parce que chaque instant de joie cosmique
est une jouissance qui avance. Il n'y a pas de discontinuité, il n'y a pas d'errance, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de détresse. Plus une société est envahie par la déperdition intérieure, par cette misère infinie de l'industrie de la réification et de la chosification sexuelle, plus elle a besoin de se peinturlurer, de s'exhiber, de se déguiser et de faire le tam-tam de la fête. Or, le tam-tam de la fête et le désarroi infini d'un aveu terrible, c'est qu'effectivement, dans cette sexualité industrielle surmise en scène, on a finalement une sexualité triste, glauque, marécageuse, qui effectivement est un neuroleptique de plus. Comment interpréter la victimisation systématique des Noirs américains face à la violence policière ? Le problème, il est très simple, c'est que tout doit s'analyser, tout doit toujours s'analyser au regard de la lutte de classe. Toute question posée sur le terrain du spectacle de l'économie politique de l'aliénation est par essence une fausse question qui doit construire de fausses réponses pour endiguer l'émergence subversive. L'émergence subversive, c'est la lutte de classe radicale du prolétariat universel, c'est-à-dire tous les hommes assujettis à la spoliation salariale, qu'ils soient au travail ou qu'ils soient au chômage, contre la classe capitaliste. Et aujourd'hui, le prolétariat universel, c'est la quasi-totalité de l'humanité, puisque le développement de la marchandise s'est emparé de la totalité du monde. Et Marx a toujours bien précisé que le prolétariat, c'est une catégorie historique, c'est-à-dire les hommes contraints à perdre leur vie et à être dépossédés de leur vie par cette spoliation salariale. C'est absolument pas une catégorie sociologique, les ouvriers d'usine qui ont les mains noires jusqu'à cette hauteur-là. Donc c'est une catégorie historique. Et parmi les grands ouvrages nécessaires de l'empire médiatique de la tyrannie marchande à travers ses travaux universitaires, journalistiques et mythologiques, il faut toujours produire des diversions pour que ce corpus central de la lutte des classes soit dérivé, anesthésié et évité. Donc, à partir du moment où on commence à ethniciser à travers des légendes, à travers des mythologies, à travers des surreprésentations, à travers des flashs médiatiques construits à l'envers de la réalité, on fait diversion. C'est exactement comme le problème de l'immigration. L'immigration ne se pose pas en termes d'humanité de la marchandise, à savoir il y a des pauvres gens qui meurent dans un bateau, il faut que nous ayons un comportement d'assistanat à l'émotionnalité première du spectacle de la marchandise. Marx nous pose la question très simple, du point de vue de la lutte des classes, quel est le rôle de l'immigration ? Et donc, le problème, c'est pas « Ah, les pauvres sans-papiers qui sont là dans un dépôt, il faut les régulariser », discours de l'ultra-gauche du capital comme du MEDEF. Le problème, dit Marx, c'est du point de vue de la lutte de classe, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui dans la stratégie du capital ? Réponse, du point de vue du capital, dans la stratégie offensive du capital pour casser les luttes de classe, il représente une main-d'œuvre qui va pouvoir être utilisée à bas coût, qui va donc casser le niveau des salaires et permettre dans les restructurations de la crise capitaliste une maximisation de l'accumulation. Et d'autre part, comme ils sont issus de continents où les temporalités de perception et de conscience ignorent la lutte radicale, ils seront intégrés dans le temps immobile de la marchandise, parce que venant eux-mêmes d'un temps statique, ils seront à des années-lumière de la conscience radicale que pouvaient avoir les communards européens il y a un siècle. Donc, poser la question de l'immigration, ça n'est pas la poser comme la Croix-Rouge, c'est la poser du point de vue de l'émergence subversive de la communauté combattante pour l'abolition de l'argent et pour l'abolition de l'État. Les Noirs américains, c'est exactement le même problème. Quelles sont, à ce jour, les revendications des Noirs américains ? Des plus extrêmes aux moins extrêmes, en passant par les plus modérés, dans le cadre de l'accumulation spectaculaire des revendications que la marchandise émet pour se renouveler, pour se reproduire et pour se stabiliser, c'est des revendications internes au système pour bénéficier de situations plus avantageuses que les situations les moins avantageuses.
Donc, les luttes à l'heure actuelle de ce que l'on appelle les minorités, mais qui dans certaines régions sont majoritaires, ce ne sont pas des luttes radicales pour l'abolition du capital, ce sont des luttes réformistes totalement intégrées au capital, dont le capital joue à travers ses strates, parce qu'il faut toujours se rappeler que le capital n'est pas une réalité homogène, c'est une hétérogénéité dialectique, avec des sédimentations, avec des strates, des conflits, il y a des couches sociales à l'intérieur de la classe capitaliste, il y a des couches sociales contradictoires. Donc, du point de vue global de la marche en avant du capital, le phénomène noir américain est aujourd'hui une valeur spécifique de l'accumulation du capital. Dans sa valorisation mythologique, c'est une valeur. Et bon, j'ai appris récemment qu'au même moment où il y avait eu le problème de Ferguson avec ce jeune noir abattu, on avait eu un cas similaire avec un jeune blanc abattu. Médiatiquement, le jeune blanc abattu, qui était dans la même configuration que le jeune noir, ça a produit peut-être 50 flashs médiatiques sur les grandes stations nationales, alors que le jeune noir de Ferguson, ça en a produit 6500. Dis-moi ce que les médias mettent en scène, je te dirai où travaille la contre-révolution. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces problèmes d'ethnisation du champ social, par lesquels on fait dérivation, sont des moments de distraction capitaliste que le spectacle de la marchandise met en scène, parce que le spectacle de la marchandise n'a qu'un seul objet, empêcher la ligne radicale d'opposition frontale entre la classe capitaliste mondiale et le prolétariat universel. Et le prolétariat universel, il n'a pas de couleur. C'est une catégorie historique où il y a des blancs, des jaunes, des ceci, des cela, mais il n'y a pas des luttes ethniques. Toute lutte ethnique, quelle qu'elle soit, est contre-révolutionnaire puisqu'elle rentre dans les catégories du spectacle capitaliste pour faire diversion. De la même manière que sur un terrain beaucoup plus large, à l'heure où le marxisme, complètement à l'opposé de Marx, se constituait comme force contre-révolutionnaire du capital pour étouffer la radicalité de Marx, Rosa Luxembourg, alors que tous les groupes de l'extrême gauche du capital allaient sombrer dans la mythologie des luttes de libération nationale, nous rappelait que toute lutte de libération nationale est une lutte capitaliste, et que c'est pas parce que du jour au lendemain, un noir a un patron noir que le problème est résolu, au contraire, il est surmystifié. Du point de vue de la lutte des classes, comment comprendre le parcours de Jeanne d'Arc ? C'est une question intéressante parce que j'ai fait un tout petit texte une fois sur Jeanne d'Arc, et pour comprendre Jeanne d'Arc dans le processus de la lutte de classe, il faut faire référence à une réalité radicale, au sens où, et on voit la même chose pour les croisades, c'est-à-dire que l'historiographie classique du crétinisme universitaire nous parle des croisades des barons. L'université du crétinisme de la marchandise, quand elle nous parle de la Reconquista, nous parle des rois des Asturies, d'Aragon et de Valence. Mais quand on nous parle des croisades, on ne nous parle pas des insurrections paysannes, qui n'ont rien à voir avec les baronnies, et qui sont des mouvements de radicalité explosif de jacquerie paysanne, qui non seulement veulent aller délivrer le tombeau du Christ comme lieu majeur de la communauté organique réveillée et ayant chassé les marchands du temple, et qui en même temps veut refonder une vie paysanne débarrassée du fisc et de l'État. De la même manière, on ne nous montre pas que dans la Reconquista espagnole, il y a toute une série de communautés paysannes qui, par rapport à ce que représente le fiscalisme étatique de la partie islamique de l'Espagne, puisque Marx montre bien que ça s'apparente à du despotisme oriental, il y a une lutte des classes dans la Reconquista des paysans contre le fiscalisme étatique des royaumes de Taïfa, par exemple, et tout cet aspect-là est gommé. Et pour Jeanne d'Arc, c'est pareil. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc n'est pas un conseiller du dauphin pour simplement régenter la géodiplomatie d'une France émancipée, point. Il y a dans Jeanne d'Arc un souffle divin de radicalité cosmique qui est d'un tel extrémisme
que la fin de Jeanne d'Arc, c'est la trahison de Jeanne d'Arc par le beau dauphin. Quand Jeanne d'Arc est arrêtée et qu'elle est ensuite transmise aux Anglais pour être condamnée, il y a eu des dizaines de séquences où elle aurait pu être libérée, où des contre-attaques militaires, où des pressions diplomatiques auraient pu avoir lieu. C'est bien évidemment l'évêque Cochon qui l'a fait condamner, et c'est la police politique anglaise qui l'a exécuté, mais toute l'armature de l'État du gentil dauphin, comme elle l'appelait, et qui n'était plus le dauphin puisqu'il avait été couronné, a consisté à dire « faites-moi disparaître ça sous le tapis ». Et on a le même problème avec les Chouans et l'insurrection vendéenne, parce que quand il y a eu la Restauration avec Louis XVIII et Charles X, toute cette chouannerie de bouseux radicaux qui s'étaient battus pour des communautés débarrassées de l'argent, ça emmerdait lourdement la restauration des jeunes hommes au bas de soie, qui étaient issus de milieux complètement différents. Donc, ce que nous ont appris Hegel et Marx, c'est que l'histoire fonctionne toujours à deux niveaux. Il y a le niveau des apparences officielles, mais nous savons grâce à Hegel que la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences. Et il y a donc le souterrain profond des grandes armatures, des grandes contradictions et des grandes significations. Et Jeanne d'Arc, elle exprime le surgissement offensif d'une paysannerie qui veut se débarrasser de l'anglais, mais elle ne veut pas se débarrasser de l'anglais dans un conflit simplement ethnico-patriotard. C'est parce qu'à l'époque, l'Angleterre représente déjà, ce que Marx a très bien vu dans le Capital, le mouvement en avance de la capitalisation préfigurative. Donc les Anglais en France, c'est déjà un développement commercial et financier qui piétine toutes les ancestralités paysannes. Donc les Anglais en France, par rapport à « il faut bouter l'anglais hors de France », c'est pas simplement un avant l'heure, il faut bouter le casque à pointe. C'est pas du tout ça. C'est réellement une terminologie sacrale, radicale, sociale et historique qui a un contenu de lutte de classe, parce que la lutte de classe est une forme de la sacralité, parce que la lutte de classe, en tant qu'elle est cette sacralité en mouvement, elle est la volonté affirmée du retour à la communauté sacrale, à la communauté sans argent, à la communauté sans État. Et même si Jeanne d'Arc n'a pas une vision radicalement exprimée en totalité de cette compréhension-là, il y a dans son rapport à Dieu, il y a dans son rapport aux anges, il y a dans son rapport aux nécessités de l'au-delà du politique, une véritable aspiration subversive sacrale. C'est pour ça qu'elle devait mourir. La légalisation du cannabis est-elle une arme politique que le capital garde sous le bras en vue de dociliser supérieurement le prolétariat mondial ? Le cannabis, c'est vraiment la petite marche, je dirais la petite marchette du processus. Après, on a la coke, on a le crack, on a tout ce que l'on veut. Ce qu'il faut, c'est plus généralement poser le problème de la drogue. C'est-à-dire qu'il est insensé pour un homme de la naturalité achevée, pour un homme de la communauté radicale et pour un homme de la vraie jouissance, de se droguer. L'homme de la vraie jouissance, il sait que l'orgasme avec sa compagne, le verre de vin, le morceau de fromage, la promenade en forêt, la joie des fleurs, tout ça sont des orgasmes de vérité. La drogue, c'est l'expression du déchaînement le plus absolu. Il y a un film d'ailleurs qui est très intéressant avec Jean Gabin qui s'appelle Razzia sur la Schnouf. C'est un grand classique, mais c'est à voir parce que c'est un film qui est tourné dans les années 50. Et les personnages, les costumes nous rapportent encore aux années 30. Donc on voit qu'après la libération du capital, c'est-à-dire la prise en charge du continent européen par le despotisme américain, il y a une désagrégation, une accélération, et on voit la drogue apparaître comme marché de vaste importance dans les trafics de l'État, dans les trafics de l'économie sale et dans les trafics de l'économie propre. Parce qu'on pourra y revenir, il n'y a pas d'argent sale. L'argent sale est au cœur de l'argent propre, la mafia est au cœur de l'État, et le crime organisé est un appareil étatique. Donc tous les grands trafics de drogue sont aux mains de l'appareil d'État, et la police
a pour fonction de réguler le commerce. La police n'a jamais eu pour fonction d'arrêter le commerce. Elle a pour objet, puisque c'est sa force, symbolique et sociale, de réguler. Donc la police régule le commerce de la drogue. Et le commerce de la drogue, on le voit à travers Razzia sur la Schnouf, c'est dans les années 50, dans les années 60, qu'il y a ce saut. Et ce saut, il s'explique très bien parce que, ce que nous a montré Marx, c'est que le capital avait deux grandes périodes historiques, la domination formelle et la domination réelle. La domination réelle, c'est le capitalisme intégral pleinement réalisé depuis 1914. Et la domination formelle, c'est tout le temps où le capital, à partir de la révolution capitaliste des villes médiévales au XIIIe, XIVe siècle, prend le pouvoir progressivement, mais il prend le pouvoir encore assis sur son antériorité. Il ménage, il concilie, il compromissionne, il n'est pas encore lui-même. Donc, la réalité capitaliste qui émerge en 1914, par la domination réelle, elle est domination réelle, mais elle n'est pas encore totalement réalisée. C'est suite au deuxième conflit mondial et à la gigantesque boucherie impérialiste que non seulement toute la surproduction industrielle et commerciale a été liquidée, mais tous les vieux modes subsistants de morale traditionnelle, de joie jouissive. Si vous voulez, aujourd'hui, la drogue est à l'ordre du jour, mais le bistrot a disparu. Le bistrot comme lieu de jouissance, le Côte-du-Rhône, la Riette, les gens qui parlent, qui crient, qui réinventent le monde, avec des véritables jouissances de terre, les saveurs de terre. Maintenant, c'est les saveurs industrielles de merde. C'est-à-dire que le connard le plus abruti, pour montrer sa fête, pour montrer sa joie, faut qu'il prenne quelque chose. Alors ça peut être si les journalistes bien rémunérés, ça va être une très belle coque. Si c'est un enfant qui commence, ça sera de la Marie-Jeanne. Mais il y a tous les strates pour, d'initiation en initiation, aboutir à l'abrutissement supérieur. Et il faut comprendre que ce n'est pas une dérive. Comme la PMA et la GPA ne sont pas des dérives. Beaucoup de gens se disent « Ah là c'est trop, c'est trop ». Non, c'est pas trop. C'est la logique du capital. La logique du capital, c'est de faire de nous des hommes réifiés, abrutis, des épaves circulatoires totalement assujetties à la mécanique de la chosification. Sexualité chosifiée, alimentation chosifiée, désir chosifié, artiste chosifié, tout doit être chosifié. Et la drogue, en tant que plaisir artificiel d'une vie artificielle, pour que le bétail circule dans ces transhumances aliénatoires, est un lieu majeur. Donc comprendre le phénomène de la drogue comme nécessité de la domination réalisée du capital, c'est la même chose que comprendre le terrorisme, c'est la même chose que comprendre la fin de la nourriture traditionnelle. Il faut toujours avoir un rapport de méthodologie radicale au tout. Ce que nous ont appris les présocratiques, ce qu'a restauré Hegel et ce qu'a accompli Marx, c'est que tous les savoirs du compartimentage local sont des impostures et des ignorances. La sociologie, c'est de la merde. L'anthropologie, c'est de la merde. L'esthétique, c'est de la merde. La médecine, c'est de la merde. Tous les savoirs segmentés et particuliers d'un champ donné, c'est de la merde. Il faut revenir au tout du véritable savoir totaliste. Ce que Hegel appelle le savoir total. Le savoir total, ça ne veut pas dire qu'on sait tout. Le savoir total, ça veut dire qu'on a la perspective méthodologique et dialectique de la totalité. Et de la même manière que tous ces savoirs partiels sont à foutre à la poubelle parce qu'ils représentent l'aliénation de la marchandise, le rapport de la totalité restaurée en nous comme méthode radicale, théorique et pratique, c'est en même temps la compréhension que rien n'est dû au hasard et que tout est dans le tout. La drogue, la PMA, la GPA, la bouffe industrielle, les pesticides, les fongicides, le cancer de l'utérus, le cancer de la prostate, de moins en moins de sperme dans les spermatozoïdes, le suicide des enfants, la pédophilie. Tous les gens qui se spécialisent sur un de ces créneaux-là sont condamnés à ne rien comprendre. Il faut se spécialiser sur aucun créneau. Et la pire des choses, c'est l'éclectisme. L'éclectisme, c'est-à-dire qu'on va faire du transversal. On va mélanger dans un appareil toutes les merdes du capital. On va mélanger la sociologie, l'anthropologie, l'esthétique, l'économie, la sociologie. Non, ça fait une merde supérieure. Il ne s'agit pas de faire du transversal en unifiant les savoirs débiles. Il s'agit de foutre à bas tout l'enseignement de l'historique tel qu'il est produit par l'université du journalisme du capital et de comprendre que le savoir total, la méthodologie radicale et subversive, c'est pas le dépassement des savoirs aliénés du capital
remis à niveau. C'est au contraire leur totale annihilation. Engels, je crois, dans les années 40, il a dit donc, si la famille de la société actuelle se désagrège, cette désagrégation montre précisément qu'au fond, ce n'est pas l'amour familial qui était le lien de la famille, mais l'intérêt privé nécessairement conservé dans cette fausse communauté de biens. Donc, à partir de là, en quoi aujourd'hui la famille de la société capitaliste est un marché narcissique de représentation ? Alors bon, il y a deux choses. Il y a Engels et aujourd'hui. Alors la phrase d'Engels que vous avez citée, on la retrouve sous une autre forme dans le manifeste, parce que dans la mesure où dans le manifeste, comme dans tous les textes radicaux que Marx et Engels produisaient, ils soulignaient la nécessité d'abolir la famille aliénatoire contemporaine, au sens où c'était une vaste prostitution universalisée. Vaste prostitution universalisée, parce que entre le temps de la communauté première des paysanneries organiques et la paysannerie qui est issue de la Révolution française, de la Révolution anglaise et de toutes les déstructurations des modes de vie ancestraux pour faire naître la modernité industrielle avec des campagnes assujetties à la ville, il s'est passé tout un processus. La vie sexuelle et la vie amoureuse dans les communautés médiévales, elle est empreinte d'une naturalité, elle est empreinte d'une joie, même si la communauté organique première a été dissoute et qu'on est déjà passé dans les sociétés. Et on est dans un rapport où le jeu amoureux dans les campagnes traditionnelles, à travers la survivance de la communauté, est très très loin de la dépossession industrielle et prostitutionnelle du couple miséreux dans les gourbilles de Manchester. À l'époque de Marx, il y a une explosion par la terreur industrielle de la démocratie capitaliste des usines. Il y a une explosion qui produit un lien familial suraliéné. Que l'on soit pauvre ou que l'on soit riche, il y a une désespérance, il y a une fétichisation, il y a une aliénation. La situation de Flora Tristan, la question du logement à Londres, c'est-à-dire qu'il y a une misère ouvrière en termes de réalité première qui est intolérable. Et dans les milieux privilégiés, il y a une misère sexuelle qui est absolument folle, et Marx parle d'ailleurs de la vision du bourgeois par rapport à sa femme comme lieu de prostitution élégante. Donc, la période où Engels écrit, c'est précisément le moment où on n'est pas dans la production de la famille narcissique contemporaine, et on n'est plus dans les derniers vestiges de la communauté traditionnelle d'avant le capital, mais on est dans une gigantesque horreur concentrationnaire. Imaginons la vie des prolétaires du XIXe siècle, telle que la démocratie du capital l'a organisée après leur expulsion des campagnes, pour en faire effectivement ces sans réserve, totalement aliénés à la domestication du capital. Donc c'est une misère généralisée, matérielle, symbolique, psychologique et sexuelle. C'est abominable. Et de la même manière, il montre que dans les strates privilégiées, on a l'envers, mais sur le même terrain, et qu'on a une misère sexuelle distinguée, mais qui est intolérable. Donc c'est cette critique-là qui est faite, parce qu'effectivement, quand les textes radicaux de Marx et Engels apparaissent, les défenseurs de la normalité capitaliste disent « mais les communistes, au sens de Marx et de Engels, veulent dissoudre la famille ». Et Marx répond « mais nous ne voulons rien dissoudre, c'est le développement du capital qui a tout dissous, jusqu'à faire cet énorme... » Marx dit toujours « l'économie politique est une merde généralisée ». Mais une merde généralisée boueuse, parce que dans les gourbilles de Manchester, il ne peut plus y avoir d'amour, il ne peut plus y avoir de relations de vie. L'homme est écrasé dans une misère noire. Donc c'est cette critique-là qui est faite. Alors aujourd'hui, l'homme n'est plus écrasé dans une misère noire, il est écrasé dans une misère, dans une abondance de fallaciosité. C'est-à-dire qu'en domination formelle, quand le capital s'est mis en mouvement, et que suite à l'exil des campagnes, il a construit ces gigantesques camps de concentration dans une misère noire, c'était
un niveau d'accumulation nécessaire pour lancer la mécanique de la modernité capitaliste vers la domination réelle. Mais une fois que la domination réelle est réalisée, la misère change de forme. La misère change de forme, et pour comprendre comment elle change de forme, il faut revenir à cette formule toute bête qu'ont beaucoup de gens, en disant « mais il y a beaucoup moins d'exploitation maintenant qu'il y en avait avant ». Ce qui est faux, parce que Marx montre que dans cette période de domination formelle, l'extorsion de plus-value se fait sur ce qu'il appelle la plus-value absolue. C'est-à-dire que pour que le capital mette en marche un processus de dynamisation du profit, il est obligé de travailler sur la plus-value absolue, c'est-à-dire de faire travailler les gens plus longtemps. C'est-à-dire on est dans un processus encore archaïque de capitalisation. Par contre, par le développement machinique du capital, le capital va pouvoir, alors même que la machine est en contradiction avec l'extorsion de plus-value, sur la part machinique, il va y avoir une baisse du taux de profit, mais sur la part humaine confisquée par le machinisme, il va y avoir une extorsion supérieure de plus-value, ce qu'il appelle la plus-value relative. Dans les années 1900, il fallait à un ouvrier pour construire par exemple une locomotive 30 000 heures de travail. Il ne pouvait pas acheter. Dans les années 30, dans les années 50, les premières machines à laver, il fallait 500 heures de travail. Il ne pouvait pas acheter la machine à laver. Et aujourd'hui, l'ouvrier peut avoir 2 machines à laver. Et donc, les gens vous disent, mais du point de vue du salaire réel, il y a une amélioration de la condition prolétarienne. Or, Marx dit, cette vision-là, elle est complètement factice. La vision révolutionnaire, la vision subversive, elle doit s'incarner dans ce qu'il appelle le salaire relatif par rapport justement à la plus-value relative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prolétaire qui a 2 machines à laver, il en a 2, parce que contrairement à son père qui ne pouvait pas en avoir parce qu'il en produisait 4 par semaine, il en produit 500 par mois. Donc, l'extorsion de plus-value est aujourd'hui encore plus grande. Elle a permis un mode de vie dans l'apparence sociale qui fait que les gens se disent « Oh mais finalement c'est beaucoup mieux, maintenant on a accès à des tas de choses auxquelles nos parents ne pouvaient pas avoir accès. » Mais ils ne se rendent pas compte que s'ils y ont accès, c'est parce que la productivité de l'aliénation et de l'exploitation est telle qu'aujourd'hui il faut à un ouvrier 100 fois moins de temps pour produire ça que son père ou son grand-père. Donc, le niveau de vie dans la facticité du salaire réel s'est amélioré, mais du point de vue de l'exploitation du travail, l'exploitation est encore plus féroce. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un prolétaire européen qui travaille chez Airbus est plus exploité, non pas en termes de moralité, mais en termes d'objectivité rationnelle, qu'un malheureux à Calcutta qui ramasse plein de chiffons et qui est absolument sous-payé. L'exploitation, ce n'est pas le niveau du salaire. L'exploitation, c'est le rapport entre le salaire et ce qui est produit et qui n'est pas payé dans le salaire. Donc les prolétaires les plus exploités ne sont pas ceux du tiers-monde. Les prolétaires les plus exploités sont ceux des métropoles industrielles les plus modernes, où le salaire relatif, qui n'est jamais pris en compte évidemment par le crétinisme de la marchandise, est le plus écartelé par rapport à la réalité. Donc, dans tout ce processus, on aboutit à ce que Marx et Debord appellent de manière relativement proche l'abondance de la misère, mais l'abondance non plus de la misère matérielle. Dans les grandes métropoles industrielles, même si le retour de la crise a créé effectivement des pôles de misère réelle, ce qui est le centre de l'aliénation capitaliste, c'est la misère consommatoire du fétichisme de la marchandise. Et la misère consommatoire du fétichisme de la marchandise, elle a créé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une étape humaine totalement déshumanisée. Entre la révolution néolithique et aujourd'hui, le développement du capital et de la marchandise s'est mis en mouvement. Mais plus on avance dans la démocratie et dans la liberté despotique du profit, plus l'homme est déshumanisé, plus l'homme est dessaisi, plus l'homme est réifié, plus l'homme est chosifié. Donc on est rentré aujourd'hui, pour la première fois, dans une histoire où les humains ne sont plus humains. C'est la première fois où la relation entre les humains est aussi difficile. C'est la première fois où la qualité d'humain n'existe plus que comme enveloppe biologique extérieure,
mais où il n'y a plus de vie organique, spirituelle, érotique et subversive. Et on le voit dans les couples, et on le voit dans les familles, on le voit avec les enfants, on le voit avec les parents. C'est-à-dire que l'angoisse de l'homme unidimensionnel de la marchandise est terrible. Un homme et une femme ne se rencontrent pas parce qu'il y a un lien de fertilité qui va accomplir unitairement une dimension supérieure. C'est une solitude qui, par peur de solitude, rencontre une autre solitude qui a peur de la solitude. Et de ces deux solitudes qui s'usent dans la solitude, va naître un enfant qui va venir sécuriser la solitude. Et l'enfant, au lieu d'être un lieu de fertilité radicale pour remettre en cause, en pratique réelle, va être un lieu justement de cocooning pathologique intérieur, où le couple va s'enfermer dans l'errance salariale, dans l'errance du loisir, dans l'errance du grandissement de l'enfant. Ah, l'enfant est beau, l'enfant a grandi. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que aujourd'hui le fétichisme de la marchandise, la pathologie triomphante de la dépossession, s'est prise dans une telle dynamique d'emprise qu'elle a confisqué les sexualités, les émotions et toutes les relations individuelles et toutes les relations amoureuses. Le capital se fait amour par consommation narcissique de chimères infinies. Et c'est là où il y a une critique radicale à faire aujourd'hui, mais qui est immensément difficile, parce que nous entrons dans une étape historique qui n'a jamais existé, celle de l'homme réifié total, celle du capitalisme intégral réifié total. La PMA, la GPA, le transhumanisme, c'est les formes spectaculaires de la grande théâtralité qui se montrent. Mais même dans les aspects les plus quotidiens, les plus dérisoires de notre existence, la fétichisation est à l'œuvre. Nous sommes des angoisses aliénatoires en mouvement que le capital a intégrées à son processus de valorisation et qui n'ont pour possibilité d'expression que de se faire une place dans la valorisation narcissique du travail, du couple, de l'enfantement et de tous les mécanismes par lesquels le quotidien demeure la prison du capital. Par rapport à Pierre Guillaume, que vous avez connu, je crois, et en fait, est-ce que sa diabolisation par rapport à ses positions révisionnistes, c'est une preuve que l'ultra-gauche, elle est digérée par le capital ? Alors, pour reprendre il faut, pour comprendre ce qu'est l'extrême gauche, ce qu'est l'ultra-gauche, pour comprendre l'émergence, pour comprendre la disparition, il faut revenir à des catégories essentielles qui sont celles de l'embrigadement du capital par rapport à une classe ouvrière qui doit être réintégrée dans des processus disciplinaires empêchant la contestation révolutionnaire. La grande religion du capital au XXe siècle, ça a été l'antifascisme. Donc, les groupes qui se croyaient radicaux voulaient un antifascisme radical. Et quand a émergé le fascisme et qu'a émergé l'antifascisme, toute la gauche du capital et toute l'extrême gauche du capital classique, j'entends par là tous les mouvements qui prônaient un capitalisme d'État sous une forme ou sous une autre, mais qui ne prônaient pas l'abolition révolutionnaire du salariat et de l'État, ont été embringués en tant que supplétifs de la gauche contre le fascisme. Et les groupes radicaux, c'est-à-dire les groupes radicaux qui, dans la trajectoire de Marx, dans la trajectoire de Rosa Luxembourg et dans la trajectoire de groupes communistes allemands, de groupes communistes italiens, de groupes communistes belges, ont été, entre guillemets, vaporisés dans la grande démocratie industrielle du totalitarisme antifasciste. C'est-à-dire que dans les années 30, vous aviez quelques dizaines de gens qui, dans des groupes comme l'Union communiste ou comme dans les groupes comme Bilan, dénonçaient l'antifascisme comme le pire produit du fascisme, à savoir que l'antifascisme embringuait et embrigadait le prolétariat derrière un camp du capital présupposé moins dangereux que les autres camps du capital. Or, la ligne radicale de la compréhension critique, subversive, maximaliste pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'État, pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent, c'est qu'on ne choisit jamais un camp du capital contre un autre camp du capital, on promeut l'abolition de tous les gangs et de tous les rackets capitalistes. Et d'ailleurs, on a bien vu à Barcelone en 1937 que le courant le plus radical de l'époque, c'est-à-dire les barricadiers insurgés,
qui refusait l'encadrement de la CNT, l'encadrement du POUM et l'encadrement de l'antifascisme, se faisait massacrer par le camp démocratique stalinien antifasciste. Donc, la fonction de l'antifascisme, ça a été de liquider, par exemple à Barcelone, les mouvements radicaux, et simultanément, dans le cadre des conflits interimpérialistes, ça a été un moyen pour la démocratie, forme supérieure et pure du capital, de se débarrasser militairement, policièrement, commercialement, industriellement, de toutes les formes pré-capitalistes qui subsistaient dans un capitalisme équipé au Japon, en Italie ou en Allemagne, mais qui étaient contradictoires à la reconfiguration géopolitique. Donc, l'antifascisme a été la religion de la modernité du capital pour créer, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'ordre totalitaire de la démocratie qui s'est présenté comme la forme supérieure du progrès humain. Par rapport à ça, il y a eu, autour de la Seconde Guerre mondiale, successivement, des interdits totémiques et tabouiques qui se sont mis en forme et qui ont fait de la Seconde Guerre mondiale le lieu magique à partir duquel était légitimé tout l'ordonnancement capitaliste contemporain. Et on aboutit à des lois mémorielles, on aboutit à toute une série de codifications qui interdisent le débat. Le débat est possible sur la totalité du champ humain de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, sauf que dans certains domaines, le débat est interdit. Marx a commencé en 1843 ses premiers textes, en particulier sur le problème de la censure et sur le problème du roi de Prusse. Marx montre dans ses textes sur la censure que la censure n'est pas anodine. Il ne faut pas simplement prendre la censure comme un phénomène d'interdit, comme un phénomène comme ça de neutralisation. Il faut le prendre comme un lieu magique de dévoilement, transfiguration, dissimulation. C'est là où est la censure, c'est là où est l'interdit, qui est le lieu magique de la reproduction du capital et de la modernité des mystifications nécessaires à sa valorisation. Donc, un interdit, une censure, un tabou et un totem n'est jamais neutre. Il indique le lieu majeur où la pensée est interdite de penser parce qu'elle doit nécessairement réciter la mythologie dominante. Donc, à partir de là, un certain nombre de groupes ont fait un travail critique là-dessus, et ce travail critique là-dessus, effectivement, il s'est heurté au mur des formations supérieures de la religion contemporaine, là où Manuel Valls dit il y a un sanctuaire. C'est d'ailleurs Manuel Valls qui utilise un terme religieux, reprenant sans le savoir, parce que sa culture est très étriquée, le texte de Marx de 1843. La censure est toujours religieuse même quand elle est irreligieuse. La censure est toujours religieuse même quand elle est laïque. Elle est religieuse, la censure, au sens où elle fait lien aliénatoire. Le religiosus, c'est le lien qui lie l'aliénation du développement aliénatoire de la marchandise et du capital. Si je veux comprendre le cœur aliénatoire d'un système, je dois, dit Marx, comprendre le lieu majeur de sa censure. Si je saisis le lieu majeur de sa censure, je vois qu'il est le lieu majeur qui dissimule la stratégie radicale de l'implantation de la classe capitaliste, qui met en marche le mouvement général de l'aliénation et qui, par ce masque, dissimule la vérité de l'aliénation au mouvement. Et on a le même problème pour l'antiracisme, puisque l'antiracisme est devenu la religion du capital au XXIe siècle, et ça a été un phénomène majeur qui a fait complètement basculer les derniers résidus de ce qu'on aurait pu appeler une ultra-gauche encore maintenue et encore radicale, puisque finalement, le MEDEF veut la régularisation des sans-papiers, l'extrême gauche veut la régularisation des sans-papiers, mais l'ultra-gauche subsistante veut la régularisation radicale des sans-papiers. C'est-à-dire que, de la même manière que le groupe Bilan, dans les années 30, a fait une critique radicale de l'antifascisme, en montrant que l'antifascisme était la religion du capital au XXe siècle pour passer à la domination réelle réalisée, en évacuant les vestiges de l'antériorité précapitaliste subsistante et en massacrant les nœuds barricadiers les plus explosifs qui empêchaient sa marche en avant, la religion antiraciste du capital aujourd'hui fait écran à la grande manœuvre de l'armée de réserve du capital, qui n'est plus analysée en termes de classe et en termes de classe et de lutte de classe, mais qui est analysée en termes d'humanisme marchand. C'est-à-dire que
Il faut régulariser les sans-papiers, on ne peut pas laisser des familles sur le trottoir, etc. Ça, c'est pas un discours de lutte de classe. C'est pas Marx, c'est pas le projet communiste. C'est le discours à la limite de l'armée du salut ou du secours catholique. Mais quelqu'un qui a une vision radicale à travers Hegel et à travers Marx, il ne fait pas du secours radical, du secours catholique radical ou de l'armée du salut radicalisé. Il revient aux catégories essentielles du capital, à savoir plus-value, armée de réserve, développement stratégique, crise, saturation des marchés, baisse du taux de profit. Et s'il fait cette critique radicale, de la même manière que Bilan faisait une critique radicale de la religion capitaliste de l'antifascisme, l'homme d'intelligence critique qui aujourd'hui voit le phénomène de l'immigration et des sans-papiers fait une analyse radicale des enjeux capitalistes qui sont derrière. Les enjeux capitalistes qui sont derrière, c'est que bien évidemment, si l'immigration est devenue immigrationnisme comme grand projet capitaliste du mouvement de la marchandise mondiale, c'est que c'est un des leviers essentiels pour casser la lutte des classes. Donc, on en revient à ce que nous disions tout à l'heure. Quand Marx dit que la lutte des classes est l'élément essentiel d'appréciation, elle est l'élément d'appréciation essentiel pour comprendre l'antifascisme comme technique capitalisme d'écrasement des luttes, et elle est l'élément essentiel pour comprendre que l'immigration est la technique capitaliste supérieure de la modernité en mouvement pour empêcher l'émergence de luttes de classe radicales. Du point de vue de la lutte des classes, comment analyser la culture hip-hop? Ça rejoint un peu ce que vous avez dit sur l'art. À partir du moment où un phénomène est mis en scène, qu'il est valorisé dans les municipalités, qu'il est subventionné dans les sous-municipalités, qu'il est sur-subventionné dans les sous-municipalités, il parle de lui-même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces phénomènes-là, ce qu'on appelle l'art urbain, les musiques urbaines, en se rappelant que dans le cadre de la division du travail, l'URPS, l'urbanité est le lieu supérieur de l'aliénation de la modernité capitaliste. Il faut se rappeler que la révolution sociale ne gérera pas différemment les villes et les campagnes. La révolution sociale abolira la division aliénatoire entre villes et campagnes et on fera péter justement ces gigantesques mégapoles industrielles de l'inhumain où l'homme est étouffé dans des conurbations pestilentielles. Donc, les musiques urbaines, l'art urbain, c'est finalement le degré supérieur de l'encensement narcissique, de l'insignification sonore du capital. Je veux dire que c'est la culture sonore de la thune en mouvement, et elle est ultra valorisée par le capital, parce que c'est la valorisation du capital, elle est consubstantielle à cette valorisation du capital. Au terme des concertos brandebourgeois de Bach, si j'ai une culture aliénatoire, je vais rester un ploucos statique dans mon fauteuil à écouter la sublime musique des concertos brandebourgeois et j'irai pas très loin. Mais il y a dans les concertos brandebourgeois, si j'ai effectivement une incandescence sacrale, une sonorisation des profondeurs qui fait signification divine, qui rappelle le cosmos ancestral, et il y a donc dans les concertos brandebourgeois un renversement potentiel de luminosité radicale. Dans le hip-hop, j'ai beau me renverser dans tous les sens sur le palier, sur le trottoir, il n'y aura jamais que la thune du capital en mouvement. Je sais plus qui disait ça, mais bon, je crois que c'est un François d'Assise, je sais plus. Si l'homme vérifie son humanité spécifique dans sa considération des espèces animales, donc en quoi la généralisation du végétarisme et les dérivés frugivores, en quoi tous ces fétichismes alimentaires nouveaux symbolisent-ils le progrès de la marchandise? Parce que bon, en fait, ils éjectent carrément les animaux du mode alimentaire et ils présentent ça comme une forme de respect des animaux. Mais bon, c'est pas un hasard si c'est généralisé aujourd'hui. Bien sûr. Alors là justement, Marx montre, et ça sera repris par toute une série de courants radicaux, Bordiga en parlera, Engels en avait déjà parlé, ce que montre Marx, c'est que dans la communauté archaïque, le substrat essentiel, c'est l'alimentation carnée. Et d'ailleurs, avant la révolution néolithique, à part les baies sauvages, le structurant premier de la reproduction du groupe, c'est la viande. Et ça a été ça pendant des siècles.
j'ai cité dans Lettres contre l'avoir un certain nombre d'éléments. Il y a plus de cochons à Paris. Allez, il y a plus de consommation porcine à Paris à l'époque de Saint-Louis, donc au XIIe siècle, qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, il y a 100 fois plus de population. C'est-à-dire que on a retrouvé, indépendamment de la vie villageoise archaïque, les moments où, dans une vie civilisationnelle déjà un peu plus élaborée, XIIe, XIIIe siècle, on avait quitté la primitivité organique, mais on n'était pas dans la modernité industrielle envahissante des temps contemporains. Les paysans, les ouvriers des villes, on a toutes les chartes, par exemple, des corporations. On sait, par exemple, que quand les ouvriers charpentiers viennent réparer la cathédrale de Strasbourg aux alentours de 1350, il y a en ration quotidienne 600 grammes de viande, et il y a en ration de vin 4 litres par ouvrier. Donc, il n'y a pas de ration de haricots, il n'y a pas de ration de pommes de terre, elle n'existait pas. Donc, on voit bien que l'aliment carné est un élément décisif. Engels montre dans le développement cérébral de l'espèce humaine dans ses premiers temps, toute l'importance de la viande qui a fait saut qualitatif entre les derniers primates non humains et les premiers primates humains. Nous ne serions jamais devenus des hommes s'il n'y avait pas eu l'alimentation carnée qui, par son apport calorifique et vitaminique, produit effectivement des sauts qualitatifs radicaux. Et le saut qualitatif radical, ça a été quand l'alimentation carnée a été cuite, puisque par le feu, l'alimentation carnée étant cuite, l'homme a pu désalourdir le travail des mâchoires, et le désalourdissement du travail des mâchoires a permis l'émergence des pôles supérieurs, c'est-à-dire un saut qualitatif cervical qui n'était pas possible tant que l'alimentation carnée mangée était crue. Bon, ça c'est tout le travail d'Engels sur le singe, l'homme, le travail et l'alimentation. Donc, pendant des millénaires, l'homme de la communauté préhistorique a été quasiment et exclusivement sur une alimentation carnée ornementée des plantes sauvages, mais même après la révolution néolithique, la part céréalière est demeurée très périphérique, et on voit même que dans l'Europe médiévale, la part céréalière, même si elle prend des caractéristiques importantes, par exemple avec le pain, demeure encore massivement ancrée dans la viande et surtout dans la cochonaille. Quand le mouvement d'expulsion des campagnes, le mouvement des enclosures, le mouvement de domestication de la terre par le capital pour créer un prolétariat à partir de l'exil rural s'est mis en marche, on a non seulement déstructuré la campagne, mais en déstructurant la campagne, on a déstructuré les modes alimentaires, et en fonction des nécessités de l'accumulation, il fallait réduire les coûts de reproduction de la force de travail. On a donc céréalisé la force de travail, parce qu'en céréalisant la force de travail, et en réduisant progressivement la part carnée, on réduisait le coût de reproduction de la force de travail. Donc plus le capital est en mouvement, plus la part de viande se réduit. Donc on a quelque chose d'extrêmement important comme tendance alimentaire. Et on aboutit justement maintenant, dans le cadre des nécessités, d'autant plus que le mouvement crisique du capital rend obligatoire pour le capital de mettre en marche des modes opératoires permettant de valoriser au mieux la force de travail, on a, au cours des dernières décennies, une diminution encore considérable. On apprend chaque année que la consommation de porc, de bœuf, de mouton n'a pas cessé de diminuer, et que par contre, la part de fruits, de céréales a augmenté. Donc, il faut comprendre que la logique du capital, c'est effectivement une logique de destruction de l'alimentation carnée. Ceci dit, j'adore la viande, mais dans les conditions
quand je vois la manière dont on traite les animaux, j'ai de plus en plus... Vous voyez, par exemple, moi, je vais en Normandie et derrière ma maison, il y a des vaches. Je vois les yeux, je vois la vie, je vois la lumière. Alors, bien évidemment, ce ne sont pas des humains, mais je vois une merveille de vie en mouvement quand un veau naît, etc. Et alors même que j'adore l'alimentation carnée, j'ai de plus en plus des difficultés à rentrer dans cette logique. Alors, en plus, j'ai un chien. J'ai un chien que j'adore. Quand je vois le chien près d'une petite brebis ou près d'une petite chèvre, je vois les rapports de proximité. Donc je m'interroge de plus en plus sur mon rapport. Alors j'ai un rapport historique de parfaite compréhension de l'alimentation carnée. Je comprends bien que le capital veut me végétaliser, mais en même temps, d'un point de vue de sensation humaine, et je dirais d'amour cosmique pour les animaux, j'ai un vrai problème. Et j'ai des contradictions que j'arrive pas à résoudre.